La disparition de Michael Rockefeller. Adapté d'un podcast de Mr. Ball. En 1969, un reporter d'un magazine d'aventure nommé Milt McLean s'est envolé pour la Nouvelle-Guinée avec son équipe de tournage afin de réaliser un documentaire sur une personne disparue dans la région. L'espoir de Milt était de retrouver cet homme et de le capturer, à l'image, ce qui aurait complètement transformé son documentaire. Mais malgré toutes les images qu'ils ont tournées, toutes les recherches qu'ils ont menées, ils n'ont jamais retrouvé cette personne disparue. Alors Milt est finalement rentré chez lui et a tout simplement rangé les bandes dans un dépôt, sans même jamais les regarder. Et bien des années plus tard, ces images ont été ressorties, parce qu'une autre équipe voulait elle aussi faire un documentaire sur cette disparition. Et quand ils ont visionné les bandes, ils y ont découvert quelque chose de totalement inimaginable. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'ils ont trouvé, et surtout, ce que cela a révélé au sujet de cette personne disparue. Accrochez-vous, l'histoire est profondément troublante. Le matin du samedi 18 novembre 1961, un homme de 23 ans nommé Michael Rockefeller tendit la main et attrapa la corde de démarrage reliée au moteur hors-bord du bateau à bord duquel il se trouvait. Michael tira encore et encore sur cette corde, mais il n'arrivait pas à redémarrer le moteur. Il toussotait, crachotait, mais refusait de repartir. Et sans puissance, cela voulait dire que Michael et son petit équipage continuaient simplement à dériver de plus en plus loin vers le large. Mais ce n'était pas le pire de cette situation. Le bateau sur lequel Michael et son équipage se trouvaient, un catamaran de 12 mètres composé de 2 pirogues artisanales attachées ensemble, était en train de couler. Quelques minutes plus tôt, Michael et son équipe voguaient encore tranquillement le long de la splendide côte verdoyante et jungleuse de la Nouvelle-Guinée, lorsqu'ils durent traverser une zone où l'eau était particulièrement agitée. Il y avait une rivière en Nouvelle-Guinée qui se jetait dans la mer d'Arafura, là même où se trouvaient Michael et son équipage. Et à l'endroit où l'eau brune de la rivière rencontrait l'eau bleue de la mer, la surface devenait chaotique, avec de grosses vagues et une mer démontée. Donc, quand Michael et son équipe ont tenté de traverser cette zone, les vagues ont commencé à embarquer à bord. Elles ont noyé le moteur qui s'est arrêté, puis à mesure que d'autres vagues remplissaient l'embarcation, le bateau a commencé à sombrer. La raison pour laquelle Michael et son équipe avaient pris ce risque, c'est que Michael voulait aller voir une tribu nommée les Asmat, qui vivait en Nouvelle-Guinée, juste au-delà de cette zone où la rivière se déversait. Ils vivaient directement sur la côte. Michael était fasciné par l'art créé par la tribu Asmat, et en particulier par quelque chose de très singulier, les poteaux bis. Ces poteaux sont fabriqués par les maîtres sculpteurs de la tribu Asmat. Ils prennent un seul morceau de bois et le taillent jusqu'à lui donner l'apparence d'une superposition d'hommes dressés les uns sur les épaules des autres. Ces poteaux bis sont absolument magnifiques, très détaillés, complexes, fascinants à regarder. Mais les Asmat ne les fabriquent pas comme de simples œuvres d'art. Ils les fabriquent parce qu'ils croient qu'ils contiennent les âmes des guerriers de leur tribu tombés au combat. Et tant que les Asmat n'ont pas vengé ces guerriers morts, autrement dit, tant que la tribu n'a pas tué ses ennemis, ces âmes restent piégées dans ces poteaux. Ce qui signifie que les Asmat ne s'en débarrassent pratiquement jamais. Ils ne les vendent pas, ils ne les jettent pas. Ils font simplement partie intégrante de leur culture et de leur société. Mais quelques mois plus tôt, Michael était déjà venu rendre visite à la tribu Asmat. Il avait découvert ces poteaux bis et leur signification, et pensait avoir réussi à négocier un accord. Il leur donnerait certains de ses biens en échange de l'un de leurs poteaux. Mais même si Michael leur avait remis tout ce qu'il avait promis, il ne lui avait jamais envoyé le poteau en retour. Et donc maintenant, Michael revenait dans l'espoir de récupérer enfin ce poteau et repartir avec. Mais alors qu'il était assis dans son catamaran en train de couler, regardant les côtes boueuses de la Nouvelle-Guinée s'éloigner de plus en plus au fur et à mesure qu'il dérivait dans la mer d'Arafura, le poteau bis était bien la dernière chose à laquelle il pensait. Il devait d'abord comprendre ce qu'ils allaient faire. L'équipe de Michael se composait de 3 autres personnes. Il y avait un anthropologue français nommé René,
ainsi que 2 adolescents qui étaient en réalité des guides hazmat, nommés Simon et Léo. Après que Michael eut échoué à redémarrer le moteur, tous les 3 essayèrent à tour de rôle de tirer sur la corde, mais eux non plus ne réussirent pas à le remettre en marche. Finalement, Simon et Léo prirent la parole. Ils dirent à Michael et à René qu'à ce stade, leur seul espoir était d'abandonner le catamaran, de sauter dans l'océan et de nager jusqu'au rivage, qui se trouvait alors à environ 800 mètres. Mais ils dérivaient tellement vite vers le large que s'ils en tentaient encore un peu, ils risquaient d'être trop éloignés pour réussir la traversée à la nage. Sauf que René nageait très mal, et Michael n'était tout simplement pas prêt à abandonner totalement le bateau et à laisser tout sombrer ici, parce qu'à bord du catamaran, il y avait tout ce qu'il avait apporté avec lui. Du tabac, des fils de pêche, des vêtements, des bonbons et tout un tas d'objets qu'il savait que cette tribu n'avait pas et qu'il pouvait utiliser comme levier pour continuer à négocier afin d'obtenir son poteau et d'autres œuvres qu'il pourrait éventuellement lui proposer. Donc même si Michael comprenait très bien que ce catamaran et tout ce qu'il contenait finirait forcément par sombrer à un moment ou à un autre, mentalement il n'était pas encore prêt à sauter et à tout abandonner maintenant. Une décision fut donc prise. Les 2 guides hazmat, les 2 adolescents Simon et Léo, allaient sauter à l'eau, seuls, nager jusqu'à la côte et tenter d'aller chercher du secours, tandis que Michael et René resteraient derrière pour attendre de l'aide bienvenue. Quelques instants plus tard, les 2 adolescents plongèrent dans l'eau et commencèrent leur longue nage vers le rivage. Et en les regardant partir, Michael eut soudain une prise de conscience brutale. Il réalisa à quel point il était loin de chez lui. Cela faisait des mois que Michael n'avait pas pris de douche. Il sentait atrocement mauvais. Il avait attrapé d'énormes coups de soleil. Il était couvert de saleté et ses mains étaient rugueuses et calleuses à force de ramer. Mais ce n'était pas vraiment la vraie vie de Michael, parce que Michael n'était pas originaire de Nouvelle-Guinée, ni même d'un endroit approchant. Il venait en réalité des États-Unis, où sa famille comptait parmi les familles les plus illustres, les plus connues et les plus influentes, et très sans doute les plus riches de toute l'histoire moderne, les Rockefeller. La famille Rockefeller figurait littéralement parmi les plus puissantes de l'histoire. Le grand-père de Michael était le magnat du pétrole John D. Rockefeller, qui, à l'époque, était tout simplement l'homme le plus riche du monde. Et le père de Michael, Nelson Rockefeller, était alors gouverneur de l'État de New York, avant de devenir plus tard vice-président des États-Unis. Mais malgré ses ressources absolument incroyables à sa disposition, Michael n'avait pas envie de devenir un Rockefeller dans le sens traditionnel du terme. Lui avait trouvé sa vocation dans les terres sauvages de la Nouvelle-Guinée. Il était venu ici une première fois 7 mois plus tôt avec une équipe de cinéastes de Harvard qui souhaitaient documenter une tribu très isolée. Et Michael était immédiatement tombé amoureux de l'aventure et du voyage. Pourtant, pendant cette expédition, alors qu'il filmait une bataille entre cette tribu reculée et une autre, Michael avait été accidentellement touché à l'épaule par une flèche. Donc, même après avoir été blessé, en pleine zone de conflit, Michael adorait la Nouvelle-Guinée. En fait, il n'avait même jamais raconté à sa famille qu'il avait reçu cette flèche dans l'épaule, parce qu'il craignait que, s'il leur disait, sa toute-puissante famille Rockefeller réagisse en cherchant à se venger d'une des tribus qui avait involontairement blessé le petit Michael. Ainsi, il était donc profondément respectueux et protecteur envers les gens qu'il rencontrait en Nouvelle-Guinée, et à bien des égards il les considérait davantage comme les siens que sa propre famille. Donc après que les cinéastes de Harvard eurent terminé leur documentaire et soient rentrés aux États-Unis, Michael, lui, était resté en Nouvelle-Guinée. Et pendant ce temps, son père, Nelson, avait inauguré à New York un musée appelé The Museum of Primitive Art, un musée consacré à des œuvres provenant notamment d'endroits comme la Nouvelle-Guinée. À l'époque, au début des années 60, beaucoup d'Occidentaux considéraient les peuples autochtones de Nouvelle-Guinée, comme les Asmat, comme des peuples primitifs, arriérés. Et à cause de cette vision, beaucoup de gens se rendaient dans ce nouveau musée à New York simplement par curiosité malsaine, pour venir regarder ce que créaient ces peuples supposément primitifs. Mais Michael, lui, pensait avoir une compréhension plus profonde de ces peuplades, et il estimait que c'était sa responsabilité d'aller chercher les œuvres incroyables créées partout dans ce pays, y compris les poteaux bis de la tribu Asmat, et de les envoyer à son père pour qu'elles soient exposées dans ce musée, pas comme de simples curiosités,
mais comme quelque chose qui mérite le respect. Michael voulait que les Occidentaux apprécient et respectent les peuples de Nouvelle-Guinée de la même façon que lui, et il croyait qu'à travers l'art cela pouvait devenir possible. C'est pour ça que Michael avait fait équipe avec René, l'anthropologue français, pour parcourir la Nouvelle-Guinée à la recherche de ses œuvres à envoyer à son père. Quelques heures après que Simon et Léo eurent sauté du catamaran en train de couler pour rejoindre la côte à la nage, Michael et René n'avaient aucune idée s'ils étaient seulement arrivés à terre. Personne n'était venu les secourir. Donc, à leurs yeux, il leur était impossible de savoir si l'aide était proche ou si elle viendrait jamais. En regardant leur catamaran, ils voyaient qu'il s'enfonçait de plus en plus dans l'eau. Alors, à un moment donné, Michael et René prirent des seaux et commencèrent à écoper, frénétiquement. Mais c'était totalement inutile. L'eau entrait bien trop vite, mais ils n'avaient rien d'autre à faire. Alors ils écopaient encore quand une vague soudaine renversa entièrement le catamaran, projetant Michael et René dans la mer. Heureusement, ils réussirent tous les deux à remonter à la surface. Ils nagèrent vers le catamaran désormais retourné, mais sous la coque, une poche d'air s'était formée, ce qui permettait encore à l'embarcation de flotter. Michael et René s'y accrochèrent. Le jeune Rockefeller attrapa aussi un bidon qui s'était détaché du bateau et l'attacha à sa ceinture comme un dispositif de flottaison. Alors lui et René restèrent là, agrippés à ce catamaran retourné. Michael était également soutenu par ce bidon, et ils attendirent espérant que Simon et Léo avaient bien atteint la côte et que les secours arriveraient bientôt. Mais au fond de lui, Michael savait que si l'aide ne venait pas très vite, il lui faudrait faire, peut-être, quelque chose d'extrême, tenter lui-même la nage vers la côte. Sauf que maintenant, le rivage était bien plus loin qu'à 800 mètres. Le lendemain matin, quand le soleil se leva, Michael et René étaient toujours dans l'eau, agrippés au catamaran, à attendre des secours qui n'étaient jamais venus. Michael était un très bon nageur, mais à ce stade, il savait qu'il se trouvait probablement à au moins 8, voire 10 kilomètres du rivage. Une distance colossale, dans une mer agitée de surcroît. Mais Michael était un Rockefeller. Il avait une immense confiance en lui. Et il dit à René, « Je vais le faire. Je sais que j'en suis capable. Même si c'est 10 kilomètres, 12 kilomètres, je peux le faire. Toi, il faut que tu tiennes bon. Ça va prendre du temps. Mais j'irai chercher de l'aide. » René supplia Michael de ne pas partir. Mais Michael répondit, « Je dois faire quelque chose. Sinon, on va tous les deux mourir ici. » Et donc, René ne put rien faire d'autre que regarder Michael enlever certains de ses vêtements, attacher un deuxième bidon à sa ceinture pour flotter un peu mieux, lui serrer la main. Puis, vers 8 heures du matin, le dimanche 19 novembre 1961, Michael Rockefeller sauta à l'eau et commença à nager. Environ 12 heures plus tard, ce soir-là, alors que René était toujours accroché à ce catamaran, à espérer que les secours arrivent, soudain, sans prévenir, le ciel s'embrasa d'une lumière extrêmement vive. Un avion qui venait de repérer René et le catamaran renversé. Il avait tiré une fusée éclairante pour lui signaler « On vous a vu et on vous envoie du secours ». Puis, quelques heures plus tard seulement, un bateau arriva et récupéra René. Lorsqu'il monta à bord, il fut submergé de soulagement et demanda aussitôt au capitaine « Michael Rockefeller vous a prévenu que j'étais ici, c'est pour ça que vous êtes venu ». Et le capitaine répondit « Non, ce sont 2 adolescents, 2 guides, Simon et Léo, qui nous ont dit que vous étiez ici. Mais personne n'a de nouvelles de Michael. » Et il faut se rappeler d'une chose, qui a déjà été précisée, mais Michael Rockefeller est un Rockefeller. Donc, dès que René apprit que personne ne savait où se trouvait Michael, et qu'il expliqua au capitaine que Michael s'était lancé dans cette nage absolument insensée pour chercher de l'aide, ce fut comme si une bombe avait explosé dans cette grande famille. Ils mirent immédiatement tout leur argent, toutes leurs ressources et toute leur influence au service de la plus grande chasse à l'homme imaginable pour retrouver Michael. Des navires furent mobilisés, des hélicoptères, des avions. Ils contactèrent même l'US Navy pour qu'elle soit pleinement impliquée. Ils cherchèrent partout pendant des semaines. Et Michael ne fut jamais retrouvé. Les recherches se poursuivirent pendant des années. Elles
Elle n'était plus aussi massive qu'au début, bien sûr, mais il y avait toujours quelqu'un ou une organisation qui continuait à chercher Michael dans la zone où il avait commencé sa nage. Mais en 1964, soit 3 ans après la disparition, la famille Rockefeller finit par accepter que Michael devait être mort, qu'il avait forcément dû se noyer lors de cette nage de 8 à 10 kilomètres jusqu'à la côte. Quand la famille finalement accepta que c'était probablement ce qui s'était produit, cette version est devenue en Amérique l'histoire officielle concernant la disparition de Michael Rockefeller. D'ailleurs, sa propre sœur a écrit un livre à succès sur le deuil provoqué par cette perte. Mais en Nouvelle-Guinée, une toute autre histoire commença à circuler au sujet de ce qui était arrivé au jeune Rockefeller. Des rumeurs sur son destin se murmuraient le long des routes commerciales, passaient entre les missionnaires de passage et alimentaient les magazines à scandale et les revues d'aventure. En 1969, soit 5 ans après que la famille Rockefeller l'eut officiellement déclaré mort, un journaliste du magazine Adventure nommé Milt McLean reçut l'information d'une mystérieuse source australienne selon laquelle Michael Rockefeller aurait en réalité été aperçu récemment dans la jungle de Nouvelle-Guinée, non loin de l'endroit où il était censé avoir disparu. Et Milt décida de suivre cette piste, malgré le peu de crédibilité qu'elle semblait avoir. Il partit en Nouvelle-Guinée avec une équipe de tournage, se rendit dans la région concernée et y chercha Michael absolument partout. Il interrogea les habitants, fouilla toute la zone, mais ne retrouva aucune trace du jeune Rockefeller. Alors, Milt, profondément déçu, rentra chez lui, et il écrivit même un best-seller sur sa quête pour retrouver Michael Rockefeller. Mais, et surtout, même s'il avait filmé énormément d'images, parfois de loin, parfois de très près, de toutes les tribus vivant dans la région où Michael était supposé se trouver, lui et son équipe ne visionnèrent jamais réellement les images. En gros, ils avaient tourné des heures de rush pendant leur enquête, et n'ayant pas trouvé Michael, ils avaient simplement tout rangé. Mais 40 ans plus tard, une autre équipe de documentaristes décida de partir en Nouvelle-Guinée pour, elle aussi, tenter de rechercher et retrouver Michael. Parce que les rumeurs selon lesquelles il était encore vivant dans la jungle continuaient de circuler, même après autant de temps. Et avant même de partir sur place, ils tombèrent sur ces images jamais visionnées de Milt McLean. Ils les regardèrent en entier et découvrirent quelque chose d'absolument incroyable. Parmi toutes ces heures de pellicule, il y a un très bref plan, filmé à distance, où l'équipe positionnée sur la terre ferme filme en direction de l'eau. Et on voit alors une pirogue entrer dans le cadre, remplie de guerriers Asmat. C'est une troupe de guerre. Ils semblent se diriger vers un combat contre une autre tribu. Mais au milieu de ces hommes grands, forts et puissants, il y en a un qui saute immédiatement aux yeux, parce qu'il ne ressemble pas aux autres guerriers Asmat. C'est un homme blanc, barbu, nu, et même si la qualité de l'image est mauvaise, il ressemble terriblement à Michael Rockefeller. Dès que cette séquence est devenue connue, les rumeurs ont commencé à se répandre dans le monde entier. On racontait que l'héritier d'une fortune colossale avait tourné le dos à sa famille pour vivre parmi les Asmat comme l'un des leurs. Bien sûr, encore une fois, on n'a aucune certitude que cet homme soit réellement Michael Rockefeller. Ça aurait très bien pu être un missionnaire ou n'importe quel autre homme blanc présent en Nouvelle-Guinée. Mais l'histoire est tellement incroyable qu'elle s'est répandue partout. En 2012, soit 4 ans après la révélation de ces images inédites de Milt McLean et plus de 50 ans après la disparition réelle de Michael Rockefeller, un journaliste du National Geographic nommé Carl Hoffman, qui avait grandi en étant totalement fasciné par ce mystère, décida qu'il allait se rendre en Nouvelle-Guinée et découvrir enfin ce qui était réellement arrivé à Michael Rockefeller. Après que Carl et son interprète fussent allés en Nouvelle-Guinée, vécurent pendant des mois avec les Asmat, gagnèrent leur confiance et leur respect, ils commencèrent à lui raconter une toute nouvelle version des faits, une version qu'il n'avait encore jamais entendue. La véritable histoire. Mais ils lui adressèrent aussi un avertissement. S'il révélait un jour à qui que ce soit ce qui était réellement arrivé à Michael, tout le village risquait d'être massacré, et lui aussi, peut-être.
Mais Karl n'écouta pas. Après avoir appris ce qui était réellement arrivé à Michael, il quitta la Nouvelle-Guinée et écrivit un livre intitulé Savage Harvest. Et d'après ce livre, voici ce qui est arrivé à Michael Rockefeller. Le matin du 19 novembre 1961, soit environ 24 heures après que Michael eut sauté à l'eau et commencé cette nage de 8 à 10 km vers la côte pour chercher du secours, 3 anciens de la tribu Asmat, nommés Finn, Ajim et Pep, étaient assis parmi une cinquantaine d'autres membres de la tribu dans 8 longues pirogues. Ils ne se rendaient nulle part en particulier. Ils se reposaient simplement à l'embouchure de cette rivière, la même rivière qui se jetait dans la mer d'Arafura, exactement là où Michael et son équipage avaient rencontré les eaux déchaînées qui avaient détourné leur embarcation. Donc, tous ces membres de la tribu étaient là, assis dans leur pirogue. Certains fumaient des cigares grossièrement roulés, d'autres mâchaient une pâte faite à partir d'un palmier appelé sagou. Ils étaient tous nus, à l'exception de quelques bandes portées autour des genoux et des coudes, et certains avaient d'impressionnants piercings au nez et aux oreilles. Mais globalement, ils étaient juste là, tranquilles. La journée avait été longue et ils profitaient d'un moment de calme. Puis soudain, Ajim, l'un des anciens, aperçut quelque chose qui remontait la rivière depuis la mer. Une chose blanche qui semblait onduler vers eux. Immédiatement, Ajim appela les autres. « Regardez là-bas, c'est quelque chose. Un crocodile blanc, un serpent. » Tous tournèrent la tête et observèrent cette forme claire qui se rapprochait lentement. Ne voulant pas être pris au dépourvu, le groupe entier se prépara et commença à pagayer dans sa direction pour identifier la chose. Si c'était une menace, il s'en occuperait. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, il verrait bien. Les 8 pirogues convergèrent donc sur cette forme blanche. Certains tenaient déjà leurs lances prêtes à frapper. Mais lorsqu'ils furent enfin assez proches pour comprendre ce qu'ils avaient devant eux, ils réalisèrent que ce n'était ni un serpent, ni un crocodile, ni quoi que ce soit du genre. C'était un homme blanc. Il flottait sur le dos, équipé de ces étranges dispositifs de flottaison. Mais il n'était pas dangereux. Alors aussitôt, les membres de la tribu abaissèrent leurs lances et se mirent à rire, un peu gênés d'avoir cru être menacés. Et cet homme blanc, qui était Michael Rockefeller, se retourna et leva les yeux. Et n'en revenait pas. Après avoir nagé pendant des kilomètres et des kilomètres, voilà qu'il tombait sur la tribu qu'il était justement venu voir au départ. Ils étaient venus ici pour le sauver. Presque en larmes de soulagement, il se tourna et attrapa l'une de leurs pirogues. Et au moment où il fit ça, l'ancien Pep baissa les yeux vers Michael, le regarda agrippé au bateau, puis leva les yeux vers les 2 autres anciens, Finn et Ajim. Ils se regardèrent entre eux, puis regardèrent Michael, et à nouveau se regardèrent entre eux, avant de faire un simple geste de la tête, comme un accord silencieux. Puis Pep aida Michael à monter dans la pirogue. Le jeune Rockefeller s'allongea immédiatement au milieu de l'embarcation, totalement épuisé par cette nage, mais profondément soulagé. Il resta là pendant que les membres de la tribu reprenaient leur position, faisaient pivoter les pirogues et se remettaient à pagayer vers l'intérieur des terres en remontant la rivière. Et pendant qu'ils s'avançaient, ils entonnèrent un chant étrange. Les 8 pirogues, les 50 membres de la tribu, tous ensemble à l'unisson, se mirent à répéter ce même chant. Michael, qui avait pourtant étudié les Asmat et pensait bien connaître leur culture, n'avait jamais entendu ce chant auparavant. Il en était presque fasciné, et il essaya de leur demander ce que cela signifiait, mais ils l'ignorèrent complètement et continuèrent de pagayer et de chanter. Alors Michael resta allongé là, écoutant ce chant, se laissant porter vers ce qu'il croyait être le salut. Puis soudain le chant s'arrêta. Les pirogues obliquèrent et entrèrent dans une petite anse menant à une clairière au bord de l'eau. Michael remarqua qu'il ralentissait. Il se redressa péniblement et regarda par-dessus bord de la pirogue pour voir s'ils arrivaient au village. Mais il n'y avait aucun village. Juste une clairière, au bord du rivage. Et immédiatement, Michael se dit en substance « J'espère qu'on va bientôt au village. Parce qu'il faut absolument que je trouve quelqu'un qui puisse contacter les autorités, qui pourront ensuite secourir René, et je l'espère, retrouver Simon et Léo aussi. » Il tenta donc de parler aux hommes de la pirogue, de leur demander de l'aide, mais il y avait évidemment une énorme barrière linguistique, et personne ne comprenait vraiment l'autre. Puis à un moment, l'un des hommes Asmat se mit à rire de Michael, et quand il rit, la plupart des autres membres de la tribu tournèrent la tête,
virent ce qui se passait et se mirent eux aussi à rire de Michael. Et lui ne comprenait absolument pas ce qui se jouait. Puis, avant qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit, toute la tribu cessa de rire d'un seul coup. Et comme en un instant, ils reprirent ce chant rythmique pendant qu'ils sortaient lentement de leur pirogue et gagnaient le rivage. Michael commença alors à sentir que quelque chose n'allait pas. Au lieu de sortir avec eux, il se rallongea instinctivement au fond de la pirogue, comme s'il cherchait à s'éloigner d'eux. Et lorsqu'il fit cela, le membre de la tribu qui s'était moqué de lui s'approcha, se plaça juste au-dessus de Michael, continua de chanter et lui sourit. Puis il leva sa lance et la lui planta dans le flanc. À l'instant même où il frappa, d'autres membres de la tribu levèrent des cornes qu'ils portaient et se mirent à souffler dedans. Michael hurla de douleur, mais il n'avait plus la force de se défendre. Il roula sur l'autre côté de la pirogue, tentant de se protéger comme il le pouvait. Alors l'homme, de nouveau, leva sa lance, toujours avec le sourire aux lèvres, et la lui planta dans l'autre côté. Après avoir retiré sa lance, Michael, dans une douleur atroce, réussit malgré tout, probablement sous l'effet de l'adrénaline, à se hisser au bord de la pirogue et à tomber dans la boue. Il tenta de se relever pour fuir, mais il n'avait nulle part où aller. Et pendant qu'il essayait désespérément de se déplacer dans la vase, 2 hommes de la tribu arrivèrent derrière lui, le saisirent sous les bras et commencèrent à le traîner à travers la clairière vers la jungle. Tout du long, ce chant rythmique continuait, et par moments, Michael entendait quelqu'un souffler dans une corne. Il fut traîné depuis le rivage jusque dans la jungle, puis finalement jusqu'à une autre clairière éloignée du village. Là, on le plaça au centre de l'espace, à genoux. Michael se tenait les flancs avec ses bras, faibles, à bout de force, agenouillés, tandis que la tribu formait un cercle autour de lui, en continuant de chanter. Puis à un moment, l'un des hommes s'approcha, saisit la tête de Michael et la poussa en avant, exposant sa nuque. Un autre membre de la tribu s'avança alors. Pendant tout ce temps, le chant continuait, les cornes résonnaient, et cet autre homme leva une hache, avant de l'abattre sur l'arrière du cou de Michael. Selon ce récit, la tribu Azmat savait parfaitement qui était Michael. Il se souvenait de sa visite quelques mois plus tôt, quand il avait tenté d'échanger des biens contre l'un de leurs poteaux bis. Et ils avaient été profondément offensés qu'un riche homme blanc ait pu venir et penser qu'il pouvait simplement acheter l'un de leurs artefacts sacrés comme un bibelot destiné à être exposé dans un musée. Ils avaient donc nourri contre lui une haine profonde. C'est pour ça qu'ils ne lui avaient jamais envoyé le poteau bis. Ils n'avaient jamais eu l'intention de le lui donner. Mais quand Michael avait pour ainsi dire flotté magiquement jusqu'à leur rivière et qu'ils avaient retrouvé dans leur pirogue les 3 anciens, Finn, Ajim et Pep, ils s'étaient simplement regardés et avaient silencieusement convenu qu'ils allaient tuer Michael de manière rituelle pour venger les nombreux guerriers morts de leur tribu dont les âmes, selon leurs croyances, résidaient dans les poteaux bis. Car beaucoup de leurs guerriers avaient été tués autrefois par des hommes blancs. Michael allait donc devenir le moyen de venger leurs âmes. Et ce chant que Michael les avait entendus entonner, c'était précisément le chant qu'ils utilisaient pour ce rituel d'exécution. D'après cette version, ils ne se sont pas arrêtés là. Après le coup de hache, un autre homme de la tribu s'approcha, attrapa Michael par les cheveux, lui tira la tête en arrière et utilisa un couteau pour lui trancher la gorge, afin de lui retirer la tête. Ensuite, toujours selon ce récit, pendant que le chant continuait, sans interruption dans le cercle, d'autres membres de la tribu vinrent découper le corps de Michael en morceaux, séparant ses organes, sa chair et ses os en différents tas. Puis ils allumèrent rapidement un feu et le firent cuire. Il aurait ensuite été consommé rituellement. Toujours selon cette histoire, son cerveau aurait été considéré comme la partie la plus importante, et seuls Finn, Ajim et Pep, les 3 anciens, auraient eu le droit d'en manger. Après cela, les restes de chair qui n'avaient pas été consommés auraient été conservés pour plus tard, tandis que Finn, l'un des anciens, aurait pris le crâne de Michael pour le rapporter au village, le recouvrir de feuilles de bananier, le peindre et le traiter comme un trophée. Quelques jours plus tard, quand l'immense équipe de recherche arriva dans la zone pour chercher Michael, la tribu Azmat sut qu'elle ne pourrait jamais révéler un mot de ce qui s'était passé. Parce que si la vérité sortait, il était très probable que les Occidentaux voudraient exercer des représailles.
Et ainsi, pendant des décennies et des décennies, leur secret serait resté enfoui, jusqu'à ce que Carl Hoffman de National Geographic entende cette histoire et publie son livre, Savage Harvest. Mais même après la sortie du livre, et même si beaucoup de gens l'ont lu, il y a toujours eu des doutes sur la crédibilité de cette version. Parce qu'il faut se rappeler que l'histoire de Michael était déjà entourée de mystères, et qu'ici toute cette version repose sur un récit transmis par la tribu Asmat. Donc, personne n'a jamais vraiment su à quel point elle était authentique. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, la famille Rockefeller, et plus généralement les autorités, continuent d'affirmer que Michael Rockefeller s'est simplement noyé pendant sa nage vers la côte pour chercher de l'aide.